Votre carrefour de l'information se poursuit sur Médien TV. Merci si vous nous rejoignez. Tout de suite, votre journal dont voici les titres. Au Palais Royal de Rabat, hier, le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a reçu le général de corps d'armée Bouchaïb Haroub et le général de corps d'armée Hosni Ben Slimane. Le roi Mohamed VI a également reçu le général de division Mohamed Aramou, qu'il a nommé au titre de commandant de la gendarmerie royale. Nous irons au Yémen où quelques heures après la mort de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, le président Abdrabbuh Mansour Hadi, en exil en Arabie Saoudite, a annoncé le lancement d'une opération militaire. Objectif, reprendre la capitale Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis. Et puis, aux États-Unis, la Cour suprême a autorisé hier l'application du décret anti-immigration du président américain Donald Trump. Une victoire pour le chef d'État qui défendait cette mesure controversée au nom de la lutte contre le terrorisme. On commence donc avec cette audience du roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Il a reçu le général de corps d'armée Bouchaïb Haroub et le général de corps d'armée Hosni Ben Slimane. C'était donc hier au Palais Royal de Rabat. À cette occasion, le souverain les a remerciés pour les services rendus à la nation. À l'issue de cette audience, le souverain a décoré les généraux Bouchaïb Haroub et Hosni Ben Slimane du grand cordon du Wissam El Arch. Et lors de cette même audience, le roi Mohamed VI a également reçu le général de division Mohamed Aramou. Il s'agit de l'actuel commandant du groupement d'escadron d'honneur de la gendarmerie royale. À cette occasion, le souverain l'a nommé au titre de commandant de la gendarmerie royale. On reste dans la capitale marocaine où le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani s'est félicité hier de la convergence des points de vue entre le Maroc et le Portugal. Convergence sur des questions relatives à la coopération bilatérale. C'était à l'issue de ses entretiens avec le Premier ministre portugais, António Costa, qui, je vous le rappelle, a entamé lundi une visite de 2 jours dans le royaume. Une visite au cours de laquelle il préside, aux côtés du chef du gouvernement, la 13e session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal. Réunion qui s'achèvera donc aujourd'hui par la signature d'une série d'accords de coopération sur plusieurs domaines. Nous aussi pour bilatéral. Aujourd'hui, nous sommes dans une c'est-à-dire de longue date. Direction le Yémen à présent, je vous le disais en titre, quelques heures après la mort de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, l'ancien président du Yémen, depuis l'Arabie Saoudite où il est en exil, le président Abdrabbuh Mansour Hadi a annoncé hier le lancement d'une opération militaire pour reprendre la capitale Sanaa, contrôlée par les rebelles. À la tête d'un gouvernement reconnu par la communauté internationale, le chef d'État a encouragé les Yéménites à ouvrir une nouvelle page de l'histoire du pays. Un appel qui fait bien sûr directement suite à ce tournant dans le conflit qui ensanglante le Yémen, la mort de l'ex-dirigeant Ali Abdallah Saleh, tué par des rebelles Houthis. On voit tout cela avec Anissa Araou. La voiture blindée de l'ancien président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, a été stoppée par un tir de roquette, puis l'ex-président a été abattu par balle. Sa mort a été annoncée par une chaîne de télévision contrôlée par les Houthis. L'annonce de la mort d'Ali Abdallah Saleh intervient 48 heures après que l'ex-président et le rebelle chiite Houthi ont vu leur alliance scellée il y a 3 ans voler en éclats au cours de la semaine écoulée. Dans un développement spectaculaire, Ali Abdallah Saleh avait même tendu la main à l'Arabie Saoudite le 1er décembre, proposant à Riyad de tourner la page en échange d'une levée du blocus qui étrangle la population. Les Houthis avaient alors dénoncé une grande trahison. Des combats font rage depuis le 29 novembre dernier dans la capitale Sanaa que les 2 partis rebelles contrôlent conjointement depuis 2014 au détriment du gouvernement internationalement reconnu d'Abdrabbuh Mansour Hadi, réfugié à Aden dans le sud. Cette crise s'est aggravée avec des soupçons de contacts secrets entre l'ex-président et Riyad.
La mort d'Ali Abdallah Saleh, 75 ans, pourrait constituer un tournant majeur dans le conflit qui ensanglante le pays depuis son départ du pouvoir en 2012 sous la pression de la rue. Il s'est allié en 2014 avec les rebelles chiites Houthis, soutenus par l'Iran, pour prendre le contrôle de Sanaa. D'après le Comité international de la Croix-Rouge, les affrontements dans la capitale ont fait au moins 125 morts et 238 blessés depuis mercredi. En Syrie, 2 jours après des attaques de l'armée israélienne à proximité de la capitale syrienne, des avions israéliens ont de nouveau visé lundi des cibles près de Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les avions israéliens ont visé la région de Jamaraya, située près de Damas, une région qui comprend un centre de recherche scientifique et des dépôts d'armes du régime et de ses alliés. Israël et la Syrie sont officiellement en état de guerre depuis des dizaines d'années. Les relations sont d'autant plus tendues que le régime syrien est soutenu par le Hezbollah, mais aussi l'Iran, l'autre bête noire d'Israël. Le président Donald Trump fera-t-il déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem? Sa décision très attendue hier n'est finalement pas encore tombée. Elle est d'ailleurs reportée, mais selon la Maison-Blanche, la question ne se pose plus sur cet hypothétique déplacement, car il s'agit maintenant de savoir quand l'ambassade sera déplacée. La pression internationale s'intensifie, en tout cas pour que le président américain évite tout choix susceptible de ruiner les espoirs de relance du processus de paix. Après les Palestiniens, puis leurs alliés, à son tour, la France a émis hier soir un avertissement à Donald Trump. Selon l'Élysée, dans un entretien téléphonique, le président français Emmanuel Macron a exprimé, je cite, sa préoccupation sur la possibilité que les États-Unis reconnaissent unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël. D'après des médias et des responsables américains, la décision de Donald Trump pourrait tomber aujourd'hui ou demain. Toujours concernant Donald Trump, la Cour suprême des États-Unis a autorisé hier l'application dans sa totalité du décret anti-immigration signé par le président américain. Je vous le disais en titre, une victoire pour le chef d'État qui défendait cette mesure controversée au nom de la lutte contre le terrorisme. Dans son jugement de lundi, la Cour suprême a autorisé la mise en application totale de ce décret en attendant que la justice d'appel se prononce sur la procédure. Signée le 24 septembre, la 3e version de ce texte interdisait de façon permanente le franchissement des frontières américaines aux ressortissants de 7 pays, la majorité étant des pays musulmans. Mais la mesure avait été suspendue le 17 octobre, la veille de son entrée en vigueur, par un juge de Hawaï. Lancement officiel de la campagne pour les élections régionales du 21 décembre en Catalogne ce mardi. Tout en dénonçant la répression de l'État espagnol après leur tentative de sécession, les partis séparatistes catalans entrent donc en campagne. Une campagne alors que leurs principaux candidats sont soit en prison, soit en exil. Mardi vers minuit, les premiers meetings électoraux se sont tenus, notamment à Barcelone. Un meeting durant lequel Carles Puigdemont, le président destitué de Catalogne, en exil à Bruxelles, s'est adressé à ses partisans via une vidéoconférence. Dans son message, il a déclaré que Madrid veut mettre tous les obstacles possibles pour que les partis séparatistes ne puissent pas faire campagne à égalité avec les autres candidats. D'autre part, la justice espagnole a refusé hier la liberté provisoire à 4 dirigeants séparatistes poursuivis donc pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne, parmi eux Carles Puigdemont. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont échoué à boucler un accord concernant la première phase des négociations sur leur divorce. C'était hier lors d'une rencontre à Bruxelles, en Belgique, un accord d'étape sur les 3 dossiers prioritaires du Brexit, à savoir le règlement financier, les droits des citoyens expatriés et le sort de la frontière irlandaise. Donc un accord aurait ouvert à la voie aux négociations commerciales réclamées avec insistance par Londres, mais selon le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, malgré les efforts, il n'a pas été possible d'arriver à un accord complet. Le chef de l'exécutif européen a toutefois affirmé qu'un accord lui semblait pourtant, en tout cas, possible dans le courant de cette semaine. On part à Libreville, au Gabon, où une caravane marocaine de neurochirurgie a pris place depuis hier et ce jusqu'au vendredi 8 décembre. Elle doit bénéficier aux patients du centre hospitalier universitaire d'Angondjé de Libreville.
Durant 5 jours, l'équipe médicale pourra procéder à plusieurs consultations en neurochirurgie et, selon les cas, à des opérations. C'est une initiative de la Polyclinique internationale de Rabat. Ismaël Obiangenzi. Dotés d'une expérience et d'un savoir-faire avéré, les médecins marocains, conduits par le professeur Mostafa Falli, sont en mission humanitaire de 5 jours à Libreville. C'est une caravane pluridisciplinaire encadrée par la Société d'évaluation médicale internationale. Ils sont venus pour faire des consultations et faire certaines opérations qui ne se font pas encore ici, où on va aider les collègues gabonais de cet hôpital. Nous sommes là jusqu'à ce qu'on voit tout le monde et on traite tout le monde et jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. La coopération sud-sud, redynamisée au sommet des 2 États, Maroc et Gabon, prend tout son sens dans le secteur de la santé. Ainsi, régulièrement, plusieurs évacués sanitaires de Libreville sont traités ou opérés avec succès dans les plus grands hôpitaux du Maroc. Parce qu'avant d'aller au Maroc, j'avais beaucoup souffert du mal de dos. Quels médicaments n'avais-je pas pris? Quelle radio n'avais-je pas faite? J'ai tout fait, mais ça ne marchait pas du tout. Je souffrais. Et le 9 décembre 2015, j'ai été évacué sur Rabat, où j'ai été effectivement opéré de ce qu'on appelle hernie discale. Les partenaires marocains de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale ont en 2015 séjourné au Gabon pour un suivi des cas ayant été évacués au Maroc, mais aussi de l'évaluation des plateaux techniques des différentes structures médicales affiliées à l'ACNAMGS. Allez, on termine ce journal au Croco-Park à Agadir, au Maroc. Depuis 2 ans, la ville accueille un parc qui abrite quelques 350 crocodiles du Nil. C'est le premier parc du genre dans le royaume. Des visiteurs viennent parfois de loin pour les voir. C'est un sujet de Khadija Hersan. Nous ne sommes pas en Amazonie, mais à Agadir, dans le sud du Maroc, qui accueille depuis peu un parc à crocodiles avec des paysages verdoyants au plus grand plaisir des visiteurs et des touristes. Nous aimons beaucoup le Maroc et le parc est fabuleux. Il y a tellement d'animaux. C'est fantastique, il y a quelques 300 crocodiles ici. Depuis son ouverture il y a près de 2 ans, le parc compte aujourd'hui non seulement des crocodiles, mais aussi d'autres animaux. Et pour les responsables de cet endroit, les crocodiles se sentent un peu comme chez eux. Nous avons 350 crocodiles environ. Il y a eu déjà 2 pontes et du coup nous avons eu dès la première année des bébés crocodiles. Ce qui montre que les crocodiles en fait sont très bien adaptés au climat marocain. Et pour contempler ces animaux particuliers, les visiteurs viennent parfois de loin. Une aubaine pour Agadir. À l'approche des fêtes de fin d'année, les professionnels du tourisme de la ville sont confiants. Ils s'attendent à un mois de décembre exceptionnel. Une bonne nouvelle pour ce parc, dont l'accès est accessible à tout le monde. Comptez 40 à 70 dirhams pour profiter du spectacle reptilien. Une visite déconseillée, bien sûr, à ceux qui ont la phobie des reptiles et qu'on appelle les herpétophobes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Médien TV.